Howard Phillips Lovecraft, The Lurking Fear. J'ai traduit la peur en embuscade, la peur qui rôde, la peur qui guette, la peur prête à se jeter. Récit écrit en novembre 1922, une période extrêmement importante pour H.P. Lovecraft. Il était très impliqué à ce moment-là dans ce mouvement du journalisme amateur. C'est ce qu'il a mis en relation avec plein déjà d'auteurs de fiction au travers du pays. Il a glissé progressivement de ses articles de critique scientifique à de critique littéraire, et maintenant les premières fictions. C'est une période de grande explosion d'Egon et d'autres, et il y a une revue, c'est pas encore Weird Tales qui naîtra simplement 2 ans plus tard en 1924, c'est une revue de Chicago qui s'appelle Homebrew. C'est un trimestriel avec des histoires complètes à la façon américaine, mais très axé mystère, détective. Donc un personnage de narrateur-enquêteur qui respecte les règles du genre. Lovecraft vient déjà de publier chez eux Herbert West, le ressuscitateur, celui qui remet en vie les morts. On va partir encore dans l'horreur, ce qui va être très étrange. C'est pour ça que j'aime cette histoire. Même si c'est encore la période d'éclosion, de jeunesse, on va voir naître là tous les grands thèmes embryonnaires qui seront l'œuvre plus tard de Lovecraft, l'œuvre majeure, les grandes œuvres. Et c'est plutôt cette présence du paysage. Et on a plein d'exemples dans les lettres. Il parle toujours de quand il avait un vélo entre ses 10 ans et ses 14 ans, et comment cette impression de liberté qui le prenait à se glisser hors des limites de la ville, Providence, là où commencent ces ravins sauvages, ces grands arbres aux racines tortueuses. À 14 ans, il va tomber de vélo, il aura le nez cassé, il arrêtera le vélo, mais ces souvenirs-là de comment, un peu plus loin que la ville, commence cette nature totalement mystérieuse et sauvage, ça le poursuivra tout le temps. 4 chapitres, 8000 mots, on est parti. La peur en embuscade. Chapitre 1. L'ombre au-dessus de la cheminée. Il y avait du tonnerre au loin, cette nuit où j'arrivais au manoir abandonné, tout en haut de la montagne des tempêtes, à la rencontre de la peur en embuscade. Je n'étais pas seul parce que ma témérité n'était pas assez folle pour se mélanger à cet amour du grotesque et du terrible qui avait fait de ma vie une quête des horreurs les plus étranges, dans la vie comme dans la littérature. M'accompagnaient 2 hommes de confiance résolument aguerris que j'avais requis quand le temps en fut venu. 2 hommes de longtemps associés à mes explorations répugnantes à cause de leur magnifique santé. Nous étions partis discrètement du village, nous méfiant des reporters qui traînaient encore ici à cause de l'effrayante panique du mois précédent. Le cauchemar de la mort rampante. Plus tard, je pensais, ils pourraient m'aider. Mais je ne voulais pas d'eux, maintenant, que Dieu eût permis que je leur laisse partager ma recherche, et je n'aurais pas eu à emporter seul le secret si longtemps. Le porter seul dans cette peur que le monde me prenne pour un fou, ou devienne fou lui-même pour les démoniaques implications de la chose. Maintenant que je suis décidé à en tenir le récit, ou j'en deviendrais obsédé, parce que moi, et moi seul, sais de quelle espèce participe à la peur en embuscade sur cette montagne désolée et spectrale. Dans notre petite voiture, nous avions traversé les quelques kilomètres de forêt et de collines jusqu'à rencontrer les pentes boisées. Le pays prenait alors un aspect plus sinistre qu'à l'ordinaire, puisque nous le découvrions de nuit, sans l'habituel fourmillement des enquêteurs. Aussi, nous fûmes souvent contraints de nous résoudre à l'usage de nos phares à acétylène, en dépit de l'attention qu'ils pouvaient nous attirer. Cela n'avait rien d'un paysage solitaire dans l'obscurité, et je suis persuadé que sa morbidité m'aurait frappé, même si j'avais pu ignorer la terreur qui y rôdait
De créatures sauvages, il n'y en avait pas. Elles ont la sagesse de s'éloigner quand la mort s'y promène. Ces anciens arbres aux cicatrices de foudre semblaient tordus et agrandis de façon surnaturelle. Surnaturelle aussi cette végétation épaisse, fiévreuse, dont les enchevêtrements s'accumulaient en butte sur une terre friable, trouée, vitreuse, me faisant penser à des serpents ou des squelettes humains agrandis en de gigantesques proportions. La peur régnait sur la montagne des tempêtes depuis plus d'un siècle. C'est ce que j'avais appris tout d'abord des articles de journaux qui les premiers firent connaître la catastrophe de la région au reste du monde. C'était un lieu éloigné, une élévation solitaire dans cette partie des Catskills où les émigrants hollandais avaient d'abord difficultueusement et provisoirement pénétré, laissant seulement derrière eux, quand ils refluèrent, quelques maisons en ruine et les occupants dégénérés de hameaux pitoyables sur les pentes désolées. Les êtres humains normaux ne visitaient que rarement ces localités, jusqu'à ce que la police d'État fût formée, laquelle, même maintenant, n'y patrouillait que rarement. La peur, cependant, est une vieille tradition parmi les villages environnants, même si c'est la première préoccupation dans le discours simpliste des colporteurs miséreux qui parfois s'échappent des vallées pour échanger des paniers tressés à la main contre les quelques marchandises de première nécessité qu'ils ne peuvent pas chasser, élever ou fabriquer. La peur s'était mise en embuscade dans la maison Martens, déserte et maudite, qui couronnait la haute, mais graduelle éminence à laquelle l'habituelle fréquence des orages avait donné le nom de montagne des tempêtes. Depuis une centaine d'années, l'ancienne maison de pierre cernée de ses bosquets boisés était le sujet de contes incroyablement sauvages, hideux, monstrueux. Les contes de la mort rampant dans un silence colossal pour rôder l'été dans tous les environs. En chuchotant avec insistance, les habitants racontaient l'histoire d'un démon qui se saisissait des voyageurs solitaires à la tombée de la nuit, soit qu'il les emportât, soit qu'il les laissa dans un état effrayant, démembrés et rongés, tandis que parfois ils évoquaient les traces de sang menant au lointain manoir. Quelques-uns prétendaient que l'orage incitait la peur embusquée à quitter son repère, tandis que d'autres disaient que le tonnerre était sa propre voix. Personne, en dehors de ces bois arriérés, n'avait cru à ces histoires aux variantes contradictoires, avec leurs descriptions incohérentes et extravagantes d'un ennemi à peine aperçu. Et pourtant, aucun fermier ou villageois pour douter que la maison Martens soit hantée d'un démon. L'histoire locale interdisait de le mettre en doute, même si aucune preuve de ces fantômes n'avait été mise en évidence par les enquêteurs venus visiter les bâtiments après un témoignage particulièrement intense des occupants. Les grands-mères faisait état d'étranges mythes à propos du spectre de Martens, des mythes concernant la famille Martens elle-même, l'étrange disparité héréditaire de leurs yeux, ces longues annales surnaturelles et le meurtre qui l'avaient envoûté. La terreur qui m'avait amené sur le terrain était une confirmation soudaine et solennelle des plus sauvages légendes de ces montagnards. Une nuit d'été, après un orage d'une violence sans précédent, le pays fut réveillé par la fuite panique des occupants, qu'aucune illusion n'aurait réussi à provoquer. La pitoyable horde de fuyards hurlait et gémissait de l'horreur sans nom qui s'était abattue sur eux, à propos de laquelle il ne subsistait aucun doute. Ils ne l'avaient pas vue, mais avaient entendu de tels cris provenant d'un de leurs hameaux qu'ils surent que la mort rampante était revenue. Au matin, des volontaires et des soldats suivirent les montagnards en état de choc et tremblants jusqu'à l'endroit où ils disaient que la mort avait surgi. Et la mort y était, bien sûr.
Le sol, au-dessous des occupants de ce village, avait été creusé par la foudre, détruisant plusieurs des cabanes malodorantes, mais aux ravages matériels se surimposait une dévastation organique qui la réduisait à un fait insignifiant. D'environ 75 personnes qui s'abritaient à cet endroit, aucune trace de survivants. Dans la confusion du sol, les débris humains et le sang témoignaient suffisamment clairement des dents et des talons du démon. Aucune piste identifiable ne semblait s'éloigner du carnage. Qu'un animal hideux devait en être la cause, tout le monde en fut vite d'accord, et aucune langue pour prétendre que des morts aussi cryptiques renouvelaient les sordides meurtres caractéristiques des sociétés décadentes. On ne l'évoqua qu'en découvrant que 25 personnes de la population estimée ne figuraient pas parmi les morts. Mais il était difficile d'expliquer le meurtre des 50 autres personnes par la moitié de ce nombre. L'idée prévalait que cette nuit d'été, une trombe avait surgi des cieux et laissé un hameau mort derrière elle, dont les corps étaient horriblement écartelés, mâchés, rongés. Le pays, révolté, mit immédiatement cette horreur en relation avec la maison Martens, même si la localité en était éloignée de 3 bons miles. Les soldats restaient plus sceptiques, n'incluant que rarement le manoir dans leur tournée. Ils l'abandonnèrent à son destin quand ils le trouvèrent résolument à l'abandon. Les gens du coin, cependant, la décortiquèrent avec un soin infini, retournant chaque objet dans la maison, sondant les étangs et ruisseaux, battant chaque buisson, explorant chaque pouce de la forêt proche. Mais tout cela pour rien. La mort, quand elle était venue, n'avait pas laissé d'autres traces que la destruction elle-même. Le jour suivant ces recherches, l'affaire faisait sensation dans les journaux et les reporters affluèrent sur la montagne des tempêtes. Ils la décrivirent en détail et réalisèrent de nombreuses interviews pour reconstituer l'histoire de l'horreur telle que les plus anciens villageois la racontaient. Je suivis négligemment leur compte rendu au début, étant un connaisseur de ce type d'horreur, mais au bout d'une semaine, j'y reconnus une atmosphère qui m'agita étrangement, assez pour que ce 5 août 1921, je m'enregistrasse parmi les reporters qui remplissaient l'hôtel de Lefferts Corners, le village le plus proche de la montagne des tempêtes et le quartier général des enquêteurs. 3 semaines de plus, et la dispersion des reporters me laissait libre de commencer mon exploration du terrible, en m'appuyant sur les mains courantes des enquêteurs et la minutieuse observation à laquelle je m'étais consacré tout ce temps. Et c'est ainsi que cette nuit d'été, tandis que le tonnerre grondait sourdement au loin, je quittai notre voiture silencieuse et crapahutai avec mes 2 compagnons armés sur les ultimes collines qui constituaient la montagne des tempêtes, projetant le faisceau de nos torches électriques sur les murs gris émergeant comme des spectres à travers les chênes géants devant nous. Dans la solitude de cette nuit morbide, conduit par un éclairage si faible, la vaste construction semblait une boîte gigantesque et délivrée d'obscures suggestions de terreur que le jour ne pourrait pas recouvrir. Et pourtant je n'hésitais pas. Tant j'étais mu par la fière résolution de tenter une idée, j'avais fait l'hypothèse que le tonnerre convoquait le démon de la mort depuis quelque lieu effrayant et secret. Et que ce démon soit une entité solide ou une pestilence vaporeuse, j'avais bien l'intention de le voir. J'avais dûment exploré les ruines auparavant, jusqu'à en connaître parfaitement le plan. J'avais choisi pour lieu de ma veille l'ancienne chambre de Jan Martens, dont le meurtre résonnait si fort dans les légendes villageoises. Je ressentais intuitivement que l'appartement de la première victime était ce qui convenait le mieux à mon projet. La chambre, mesurant environ 20 pieds carrés,
recelaient comme les autres les restes de ce qui avait autrefois été son mobilier. Elle était au premier étage, dans l'angle sud-est du manoir, et avait une immense fenêtre côté est, une plus étroite, au sud, toutes les deux dépourvues de vitres et de volets. En face de la grande fenêtre, une énorme cheminée, façon hollandaise, avec des entablements sculptés représentant le fils prodigue, tandis que face à la fenêtre étroite se trouvait un lit spacieux construit dans l'intérieur du mur. Comme le tonnerre assourdi par la forêt s'amplifiait progressivement, j'installais les détails de mon plan. D'abord, j'attachai côte à côte, sur le rebord de la grande fenêtre, 3 échelles de cordes dont je m'étais muni. Je savais qu'elles atteignaient un point convenable sur l'herbe, au dehors, ce pourquoi je les avais calculées. Ensuite, nous nous mîmes tous les 3 à traîner d'une des pièces voisines un large et lourd lit à baldaquin, l'appliquant littéralement contre la fenêtre. L'ayant calé avec des madriers de pin, nous nous y installâmes, nos automatiques chargés, 2 se reposant, tandis que le 3e veillait. De quelque direction que surgirait l'épouvante, notre fuite était potentiellement assurée. Si elle surgissait de l'intérieur de la maison, nous avions nos échelles de corde. Si elle arrivait du dehors, la porte et l'escalier. Nous ne supposions pas, à en juger par l'analyse des faits précédents, qu'elle saurait nous poursuivre très loin. J'avais pris mon tour de veille à minuit, quand à 1h du matin. En dépit du caractère sinistre de la maison, de la fenêtre sans protection, de l'orage qui montait et des éclairs, je me sentis singulièrement hébété. J'étais entre mes 2 compagnons, George Bennet, du côté fenêtre, et William Tobey, côté cheminée. Bennet s'était endormi, ayant apparemment ressenti le même assoupissement anormal qui m'affectait maintenant, et je désignais Tobey pour le prochain tour de veille, même si lui aussi dodelinait. Je n'en revenais pas de comment j'avais regardé de façon aussi intense la cheminée. Le tonnerre sans cesse croissant avait dû affecter mes rêves, parce que dans le bref temps que je dormis me vinrent des visions apocalyptiques. Soudain je m'éveillai partiellement, parce que le dormeur, côté fenêtre, me renvoyait sans relâche son bras sur la poitrine. Je n'étais pas suffisamment éveillé pour voir comment Toby accomplissait son devoir de sentinelle, mais je ressentis une anxiété distincte à ce propos. Jamais auparavant la présence de l'épouvante ne m'avait oppressé de façon si poignante. Plus tard, j'avais dû retomber dans le sommeil, parce que c'est d'un chaos fantasmatique que mon esprit émergea. La nuit était devenue hideuse, avec des cris au-delà de quoi que ce soit de mes précédentes expériences ou de mon imagination. Dans ce cri le plus intime de la peur humaine et de l'agonie crochetée désespérément et follement aux portes d'ébène de l'oubli, je m'éveillais dans une folie rouge et une moquerie diabolique, tandis que s'éloignaient et se réverbéraient de plus en plus loin les aperçus inconcevables de l'angoisse la plus phobique et cristalline. Il n'y avait pas de lumière, mais je sus à la place vide à ma droite que Tobey avait disparu. Dieu seul savait comment. En travers de ma poitrine, il y avait encore le lourd bras du dormeur à ma gauche. Alors se produisit la déflagration dévastatrice de la foudre, secouant toute la montagne, éclairant les plus profondes cryptes des racines monochromes, fracassant le patriarche des arbres, agité en furie. Dans le flash démoniaque d'une boule de feu monstrueuse, le dormeur se redressa brusquement, tandis que l'éclat provenant d'au-delà de la fenêtre projeta son ombre vivante sur l'entablement au-dessus de la cheminée dont mes yeux n'avaient jamais dévié. Que je sois encore vivant et sain d'esprit, c'est un miracle que je ne peux concevoir.
Je ne peux pas le concevoir parce que l'ombre au-dessus de la cheminée n'était pas celle de George Bennett, ni celle d'aucune créature humaine, mais un blasphème anormal surgi des cratères de l'abîme des enfers, une abomination sans forme et sans nom qu'aucun esprit n'aurait pu lucidement saisir, ni aucune plume ne décrire, même en partie. Une seconde de plus, et j'étais seul dans le manoir maudit, tremblant et sans voix. De George Bennett et de William Tobey, il ne restait nulle trace, même pas celle d'une lutte, et jamais plus on n'entendit parler d'eux. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Passager dans la tempête. Pendant des jours après cette expérience hideuse dans le manoir perdu de la forêt, je demeurais dans ma chambre d'hôtel de Lefferts Corner, nerveusement abattu. Je n'ai plus de souvenir précis de comment je me débrouillais pour revenir à la voiture, la démarrer, revenir sans être vu au village, parce que je n'en ai retenu aucune impression distincte. Or, les arbres titanesques qui semblaient une armée sauvage et les ombres dignes de Charon surgissant des enchevêtrements sombres de racines qui en surplombaient et recouvraient toute l'étendue. Comme je couvais et triturais les scénarios de cette ombre explosant le pensable, je compris que j'avais enfin débusqué une des plus suprêmes horreurs de la terre. Une de ces flétrissures sans nom des vides sidéraux dont nous entendons les invisibles démons gratter parfois aux plus lointaines rides de l'espace et dont seulement nous protège avec pitié l'immunité due à notre vision limitée. L'ombre que j'avais aperçue, je n'osais que difficilement l'analyser ou l'identifier. Ce qui s'était intercalé entre moi et la fenêtre cette nuit, je frémissais chaque fois que je ne pouvais repousser la tentation de la classifier. Si elle avait seulement montré les crocs ou grogné ou eu le rictus d'un rire, même cela aurait allégé sa hideur abyssale. Mais elle n'était que silence. Il ne m'en restait que le poids d'un bras ou d'une jambe sur la poitrine. À l'évidence, c'était une chose organique ou qui avait été organique. Jan Martens, dont j'avais envahi la chambre, reposait au cimetière, en bas du manoir. Je devais retrouver Bennett et Tobey, savoir s'ils vivaient. Pourquoi s'était-elle saisie d'eux, et moi m'avait délaissé? Cet hébétement, jusqu'à en étouffer, et des rêves aussi horribles. En peu de temps, je me rendis compte que je devais raconter mon histoire à quelqu'un, ou sinon, je sombrerais complètement. J'étais résolu déjà à ne pas abandonner ma quête de la peur en embuscade, tant dans mon ignorance crasse, il me semblait que l'incertitude était pire que la révélation, si terrible que pourrait être cette dernière. En fonction de quoi, je me concentrais sur la meilleure façon de poursuivre. Qui choisir pour confident ? Et comment entamer la traque d'une chose qui avait supprimé 2 hommes et engendré un tel cauchemar? Mes principales relations à Lefferts Corners avaient été le groupe très aimable des reporters, dont plusieurs étaient restés pour s'assurer d'éventuelles découvertes concernant la tragédie. C'est parmi eux que je me déterminais à prendre un associé, et plus j'avançais dans la réflexion, plus mes préférences me portaient vers un nommé Arthur Munro, un homme de 35 ans, sec et brun, dont l'éducation, le goût, l'intelligence et le tempérament semblaient tout appropriés pour le désigner comme quelqu'un qui ne s'effraierait pas de s'éloigner des idées et expériences convenues. Un après-midi de début septembre, Arthur Munro écouta mon histoire. Je vis dès le début qu'il était à la fois intéressé et réceptif. Et quand j'eus fini, il analysa et discuta la chose avec la plus grande acuité, le meilleur jugement. Sa conclusion, cependant, fut éminemment pratique. Il recommandait qu'avant d'entreprendre une nouvelle opération à la maison Martens,
nous devions mieux nous pénétrer de tous les détails historiques et spécificités géographiques. À son initiative, nous épuisâmes les environs afin de dénicher toute information concernant la terrifiante famille Martens et découvrîmes un homme qui possédait un journal ancestral à la fois magnifique et éclairant. Nous entreprîmes aussi de parler avec certains de ces rustres des montagnes, ceux qui n'avaient pas fui la terreur pour des montagnes plus lointaines. Et donc, nous résolûmes de faire précéder notre tâche culminante, un examen exhaustif et définitif du manoir à la lumière de son histoire la plus précise, par un examen tout aussi exhaustif et définitif des lieux associés aux différentes tragédies dans les légendes des occupants. Les résultats de cette enquête ne produisirent pas tout d'abord grand éclaircissement, si ce n'est que nos statistiques les concernant semblaient révéler quelques lignes déterminantes. Très précisément, que le nombre d'horreurs attestées était de très loin plus grand dans l'immédiat voisinage du manoir, ou relié à lui par cette dense étendue morbide de forêt. Même s'il y avait, c'est vrai, des exceptions. De façon certaine, l'horreur qui avait si récemment concentré l'attention du monde était advenue dans un lieu dégagé, éloigné aussi bien du manoir que de toute forêt y attenante. Quant à la nature et l'apparence de la peur en embuscade, on ne pouvait rien tirer des occupants de ces cabanes perdues, stupides et effrayés qu'ils étaient. Dans la même phrase, ils l'appelaient un serpent ou un géant, un démon de l'orage ou une chauve-souris, un vautour ou un arbre qui marche. Nous jugeâmes prudent cependant d'assumer qu'il pouvait s'agir d'un organisme vivant, hautement sensible aux orages électriques. Et bien que certaines histoires suggéraient la présence d'elle, nous pensions que son aversion pour les espaces ouverts faisait d'une locomotion terrestre une hypothèse plus probable. Le seul fait incompatible avec cette dernière probabilité étant la vitesse avec laquelle cette créature avait dû voyager pour accomplir tous les méfaits qui lui étaient attribués. Quand nous en vînmes à mieux connaître ses habitants, nous les trouvâmes intéressants et curieux en bien des points. Ils étaient comme de simples animaux, régressant lentement sur l'échelle de l'évolution en raison de leur malheureuse parenté et d'un abrutissant isolement. Ils craignaient les étrangers, mais s'habituèrent progressivement à nous, nous aidant grandement quand nous bâtîmes les fourrés, arrachâmes toutes les cloisons du manoir dans notre recherche de la peur en embuscade. Quand nous leur demandâmes de nous aider à retrouver Bennett et Tobey, nous perçûmes leur désarroi, parce qu'ils souhaitaient véritablement nous aider, mais savaient que les victimes s'étaient aussi radicalement évanouies de ce monde que leurs propres disparus, qu'un grand nombre d'entre eux avaient été tués ou enlevés, de même que les animaux de la forêt avaient été exterminés de longtemps. Nous en étions bien sûr intimement convaincus, et nous guettions avec appréhension qu'une nouvelle tragédie survienne. Dans le milieu du mois d'octobre, notre absence de progrès nous laissait bien perplexes. En raison des nuits dégagées, aucune agression démoniaque n'avait été constatée. Et nous arrivions au bout de nos vaines recherches sur la maison et ce qui l'entourait, nous conduisant presque à considérer la peur en embuscade comme une hypothèse irréelle. Nous craignions qu'en survenant, les temps froids mettent fin à nos explorations, et tous s'accordaient sur le fait que le démon se tenait généralement tranquille en hiver. Ainsi, nos ultimes prospections diurnes du hameau disloqué par l'horreur étaient à la fois marquées par une sorte de hâte et de désespoir, un hameau maintenant à l'abandon par la peur de ses occupants. Le hameau au triste destin n'avait pas été baptisé, mais se trouvait depuis toujours dans une clairière dégagée, entre deux crêtes, respectivement nommées la roche du Cône et la crête des Érables.
Il était plus proche de la crête des érables que de la roche du cône, la plupart des baraques rudimentaires ayant été installées sur le rebord de la plus proche éminence. Géographiquement, 2 miles le séparaient de la base de la montagne des tempêtes et 3 miles des bosquets de chênes entourant le manoir. Sur la distance séparant le hameau du manoir, 2 miles un quart, côté hameau, était entièrement à découvert. Une plaine d'un caractère plutôt paisible, épargnée par ces amas de racines à forme de serpents et n'ayant pour végétation que de l'herbe et des buissons éparpillés. Eu égard à cette topographie, nous en avions conclu que le démon avait dû surgir depuis la roche du cône, une prolongation boisée qui, depuis le sud, finissait à courte distance des rebonds ouest de la montagne des tempêtes. Les relevés de terrain que nous établîmes nous amenèrent au pied de la côte des érables, où un grand arbre solitaire disloqué marquait par l'impact de la foudre le point qui avait permis le surgissement de l'ennemi. Comme pour la 20e fois au moins, Arthur Munro et moi-même explorions chaque pouce carré du village violenté. Le découragement qui nous emplissait se doublait d'une peur vague et nouvelle. Il était mystérieux à l'extrême. Même familier de choses effrayantes et mystérieuses, de trouver une scène aussi vierge de tout indice après un tel bouleversement. Et nous avancions sous le ciel assombri et pesant dans ce zèle sans direction qui résulte de la fusion du futile et de la nécessité d'agir. Nous avions été minutieux. Nous étions à nouveau entrés dans toutes les baraques, avions battu à chaque nouveau. Nous avions été minutieux, nous étions à nouveau entrés dans toutes les baraques, avions battu à nouveau chaque recoin des collines, chaque recoin d'épines des crêtes environnantes, retournés pour dévoiler grottes ou boyaux, mais sans résultat. Et cependant, comme je l'ai dit, une sensation nouvelle de peur, très vague et menaçante, revenait, comme si l'aile d'une chauve-souris ou d'un griffon géant battait invisiblement sur les sommets et que l'œil d'Abaddon lorgnait sur nous depuis ces golfes transcosmiques. Comme l'après-midi s'avançait, on y voyait de moins en moins, et nous entendîmes la rumeur grandissante du tonnerre sur la montagne des tempêtes. Un tel son en tel endroit nous bouleversa naturellement autant qu'il l'aurait fait en pleine nuit. Tel que cela s'annonçait, nous nous mîmes à espérer désespérément que la tempête se prolonge à la nuit tombée. Et sur cet espoir, là, désœuvrés dans ces collines, nous partîmes vers le plus proche hameau habité, rassembler une équipe de volontaires pour nous aider dans l'enquête. Craintifs comme ils l'étaient, quelques-uns des plus jeunes d'entre eux pourraient avoir suffisamment confiance en la protection promise pour nous assurer de leur concours. Nous avions à peine fait demi-tour, cependant, quand s'abattit sur nous un tel rideau de pluie torrentielle qu'un abri devenait impératif. L'obscurité extrême, quasi nocturne, du ciel nous fit tristement trébucher, mais guidés par la fréquence des éclairs et par notre minutieuse connaissance des lieux, nous atteignîmes bientôt la plus étanche des cabanes survivantes. Une combinaison hétérogène de grumes et de planches qui avait conservé sa porte et une mince fenêtre, toutes les deux faisant face à la montagne des tempêtes. Verrouillait la porte derrière nous, contre la furie du vent et de la pluie, nous installâmes le volet de bois brut que nos recherches précédentes nous avaient permis de retrouver. Situation maussade qu'être assis là, sur des caisses brinque-ballantes, dans l'obscurité brutale, instable, mais nous fumions nos pipes et, à l'occasion, faisions un peu de lumière avec nos lampes de poche. De temps à autre, nous apercevions la foudre à travers les interstices des murs. L'après-midi s'était fait si incroyablement noir que chaque éclair devenait comme vivant. Cette veille orageuse me rappela à en frissonner
mon affreuse nuit sur la montagne des tempêtes. Je ruminais cette énigme bizarre qui me revenait de façon récurrente depuis le cauchemar de ce qui s'était passé. À nouveau, je me demandais pourquoi le démon, approchant les 3 guetteurs, soit depuis la fenêtre, soit depuis l'intérieur, s'était emparé des hommes de chaque côté et avait laissé celui du milieu pour la fin, quand la boule de feu titanesque l'avait mis en fuite. Pourquoi ne s'était-il pas emparé de ses victimes dans l'ordre naturel de n'importe quelle direction qu'il eût surgi? De quelle manière ces tentacules s'en saisissaient-ils à distance? Ou savait-il que j'en étais à l'initiative et me gardait-il pour un destin pire que celui de mes compagnons? Dans le milieu de ces réflexions, comme arrangé pour les amplifier dramatiquement, la foudre tomba tout près, dans un éclair terrifiant, suivi par le grondement d'un glissement de terrain. Au même moment, l'ouragan s'éleva en crescendo jusqu'à une démoniaque ululation de loup. Nous eûmes la certitude que l'arbre solitaire sur la crête des érables avait été frappé de nouveau. Et Munro se leva de sa caisse, s'approcha de l'étroite fenêtre pour se rendre compte des dégâts. Quand il poussa le volet, le vent et la pluie rugirent à nous rendre sourds. Aussi je ne pus comprendre ce qu'il me dit, mais j'attendais tandis qu'il se penchait au dehors pour sonder ce pandémonium de la nature. Progressivement, le vent se calma. Cette obscurité inhabituelle se leva, indiquant que la tempête s'éloignait. J'avais espéré qu'elle se prolonge jusqu'à la nuit pour nourrir notre enquête. Mais un rayon de soleil furtif, pénétrant par un trou derrière moi, en annula la probabilité. Suggérant à Munro que nous ferions mieux de nous procurer du feu au cas où une autre averse se déchaînerait, je déverrouillai et ouvris la porte rustique. Le sol, au dehors, ne présentait plus qu'une masse singulière de boue et de flaques, avec de nouveaux amas de terre ayant glissé des collines. Mais je ne vis rien qui justifiât l'intérêt de mon compagnon, qui restait silencieusement penché à la fenêtre. Revenant jusqu'à lui, je lui touchai l'épaule. Il ne fit aucun mouvement. Alors, comme pour jouer, je le bousculai, le retournai. Je sentis m'étrangler les vrilles d'une horreur dont les racines cancéreuses se prolongeaient dans le passé illimité des abîmes insondables de la nuit où elle couve au-delà même du temps. Parce que Arthur Munro était mort et ce qui restait de sa tête dévorée et rongée n'avait plus rien d'un visage. Fin du chapitre 2. Chapitre 3. Ce que cachait l'éclat rouge. Dans la nuit toute secouée de tempête du 8 novembre 1921, avec une lanterne qui faisait des ombres un charnier, j'étais à creuser seul et idiotiquement dans la tombe de Jan Martens. J'avais commencé à creuser dans l'après-midi parce qu'une tempête levait, et maintenant que la nuit était tombée et que la tempête soufflait en furie sur les feuillages maniaquement épais, j'étais heureux. Je crois que j'avais l'esprit en partie dérangé par les événements qui s'étaient ensuivis depuis le 5 août. L'ombre démoniaque dans le manoir, toute la pression et la fatigue pour tant de déceptions, et enfin ce qui survint dans le hameau lors de la tempête d'octobre. Chose après laquelle j'avais creusé une tombe pour quelqu'un dont je n'étais pas en état d'expliquer la mort. Je savais que personne ne pourrait non plus la comprendre. Aussi, je laissais courir le bruit que Arthur Munro était reparti. Ils cherchèrent sans rien trouver. Les villageois avaient dû deviner, mais je n'osais pas les effrayer encore plus. Je me trouvais moi-même étrangement impassible.
Le choc éprouvé au manoir m'avait secoué le cerveau et je ne pouvais penser à autre chose qu'à mon enquête au sujet d'une horreur qui atteignait désormais dans mon imagination une stature cataclysmique. Une enquête dans laquelle le destin d'Arthur Munro m'avait fait jurer de rester silencieux et solitaire. Le décor de mon excavation aurait à lui seul suffi à perturber n'importe quelle âme ordinaire. Les arbres primitifs, sinistres, aussi suspects par leur taille, leur âge et leur forme grotesque, qui se rassemblaient autour de moi comme les piliers de quelque diabolique temple druidique, étouffant la tempête et tenant à distance le hurlement du vent, ne laissant passer qu'un peu de pluie. Au-delà des troncs grêlés de l'arrière-plan, faiblement illuminés par la lumière filtrant des éclairs, s'élevaient les pierres moisies et humides du manoir à l'abandon, tandis que venait jusqu'ici le jardin hollandais ruiné, dont les allées et plates-bandes étaient maintenant la proie d'une végétation fétide, blanche et spongieuse, envahissante et qui n'avait jamais vu la pleine lumière du jour. Et juste autour de moi, le cimetière, dont les arbres difformes entremêlaient leurs branches maladives, tandis que leurs racines disjoignaient les dalles impies et suçaient le venin de ce qu'elles recouvraient. Ici et là, sous les entassements sombres de feuilles pourries qui s'accumulaient dans l'ombre de la forêt antédiluvienne, je pouvais reconnaître le dessin sinistre de ces monticules bas qui caractérisaient les lieux frappés par la foudre. Des recherches historiques m'avaient conduite à cette tombe archaïque. L'histoire, bien sûr, était tout ce qui me restait quand tout le reste se résolvait à un satanisme imbécile. J'étais convaincu désormais que la peur en embuscade n'était pas une chose matérielle, mais un fantôme au croc de bête qui veillait la foudre à minuit. Et j'étais convaincu, en scrutant et dépouillant l'ensemble des traditions locales que nous avions déterrées avec Arthur Munro, que ce fantôme était celui de Jan Martens, mort en 1762. Et c'est pourquoi j'en étais là, à creuser idiotiquement dans sa tombe. Le manoir des Martens avait été construit par Gerrit Martens, un prospère marchand de la Nouvelle-Amsterdam qui ne supportait pas la loi grandissante de l'Empire britannique et avait érigé ce magnifique domicile sur cette éminence boisée dont la solitude inviolée et le décor inusuel lui convenaient. Le seul, mais principal, désagrément rencontré en ce lieu était ce qui concernait la prévalence de ces violentes tempêtes estivales. En choisissant l'endroit pour y bâtir son manoir, Messire Martens avait considéré que ces fréquentes explosions naturelles relevaient de quelques particularités de l'année. Mais avec le temps, il reconnut que le lieu même était associé au phénomène. À la fin, découvrant comment ces tempêtes causaient préjudice à sa santé, il aménagea une crypte dans laquelle il pouvait se retirer lors des plus violents pandémoniums. Des descendants de Gerrit Martens, on en sait moins que de lui-même, car tous furent élevés en haine de la civilisation britannique et entraînés à éviter ceux des colons qui l'acceptaient. Leur vie était recluse à l'excès, et les gens nous disaient que leur isolement en avait fait des gens difficiles à comprendre, difficiles de s'en faire entendre. Extérieurement, tous se distinguaient par l'héritage singulier d'yeux verrons, l'un généralement bleu et l'autre marron. Leurs contacts avec leurs semblables devinrent de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'ils commencent à se marier avec la populeuse classe subalterne de la région. De nombreux membres de cette famille innombrable dégénérèrent, quittèrent la vallée, se mêlèrent à la population métisse qui engendrerait plus tard ces pitoyables occupants. Ce qu'il en restait était attaché maussadement à leur maison ancestrale, devenue de plus en plus clanique et taciturne, mais développant une réponse nerveuse sensible aux fréquents orages. La plus grande partie de cette information atteignit le monde extérieur par le biais du jeune Jan Martens,
qui par une sorte de réveil soudain s'engagea dans l'armée coloniale quand la nouvelle de la Convention d'Albany rejoignit la montagne des tempêtes. Il fut le premier des descendants de Garit à avoir une telle étendue de monde, et quand il revint en 1760, après 6 ans de campagne, il fut renié comme étranger par son père, ses oncles, ses frères, en dépit de sa dissymétrie oculaire typique des Martens. Il ne lui était plus possible de partager les préjugés et particularités des Martens, tandis que les orages de la montagne ne parvenaient plus à l'intoxiquer comme ils le faisaient auparavant. Par contre, un tel environnement le déprimait, et il écrivait fréquemment à un ami d'Albany au sujet de ses plans pour quitter le toit paternel. Au cours du printemps 1763, Jonathan Guilford, cet ami d'Albany, s'inquiéta du silence de son correspondant, et surtout à cause de la vie et des conflits dans le manoir des Martens. Décidé à s'en rendre compte par lui-même, il fit le voyage des montagnes à cheval. Les taciturnes Martens aux yeux vairons, dont la saleté animale le choquèrent, l'informèrent par onomatopée gutturale que Yann était mort. La foudre, insistèrent-ils, l'avait frappé à l'automne précédent, et il était maintenant enterré à l'arrière du jardin naufragé et délaissé. Ils conduisirent le visiteur à la tombe, laissé nu et sans identification. Quelque chose dans les façons des Martens provoqua chez Guilford à la fois suspicion et répulsion. Et 1 semaine plus tard, il était de retour avec pelle et pioche pour explorer le sépulcre. Il trouva ce qu'il redoutait, un crâne comme écrasé cruellement par des coups sauvages. Aussi de retour à Albany, il accusa ouvertement les Martens du meurtre de leurs parents. Même sans aucune preuve légale, l'histoire fit rapidement le tour du pays. Et de ce temps, les Martens furent comme ostracisés du reste du monde. Personne pour faire des affaires avec eux, et leur manoir à l'écart était désigné comme un lieu maudit. Ils continuaient plus ou moins à vivre en autarcie du produit de leurs propriétés, et des feux occasionnels sur les collines éloignées témoignaient de la continuité de leur présence. Ces feux furent encore attestés en 1810, mais depuis lors devinrent de plus en plus rares. Cependant grandissait à propos du manoir et de la montagne un ensemble de légendes diaboliques. Double raison pour éviter de s'y rendre, tandis que chaque mythe chuchoté s'en emparait, au contraire. Personne pour les visiter avant 1816, quand l'absence continue de feu fut établie par des villageois. Une expédition s'y rendit pour enquête, découvrit la maison abandonnée et partiellement en ruine. On ne découvrit aucun squelette à proximité, on inféra donc cela à un départ plutôt qu'à la mort. Le clan semblait avoir disparu plusieurs années auparavant, et les appentis improvisés pouvaient... On ne découvrit aucun squelette à proximité, on inféra donc cela à un départ plutôt qu'à la mort. Le clan semblait avoir disparu plusieurs années auparavant, et les appentis improvisés prouvaient comment ils étaient devenus nombreux avant leur migration. Leur niveau culturel s'était effondré bien bas, à en juger par le mobilier en décomposition et l'argenterie éparpillée dont l'usage avait dû cesser bien avant le départ des propriétaires. Mais si les Martens redoutés étaient partis, perdura la peur de la maison hantée, et elle se fit particulièrement aiguë quand de nouvelles et étranges histoires apparurent dans le peuple décadent des montagnes. Elles s'ancraient ici, abandonnées, craintes, et reliées aux fantômes vengeurs de Yann Martens. Elles s'ancraient ici dans cette nuit où je creusais dans la tombe de Yann Martens. Je n'en finissais pas de creuser.
Et j'ai décrit cela comme idiotique, dans le but comme dans la méthode. J'eus bientôt fait de déterrer le cercueil de Jan Martens. Il ne recelait désormais que de la poussière et du salpêtre. Mais dans ma furie de déterrer son fantôme, je continuais de bêcher irrationnellement et gauchement en dessous d'où il avait reposé. Dieu sait ce que j'espérais trouver. Je savais seulement que je creusais dans la tombe d'un homme dont le spectre harcelait la nuit. Impossible de dire quelle monstrueuse profondeur j'avais atteint quand ma pioche et bientôt mes pieds passèrent à travers le sol au-dessous. L'événement dans ces circonstances était de taille, parce que mes folles théories concernant l'existence d'un espace souterrain trouvaient soudain confirmation. Ma légère chute avait éteint ma lanterne, mais je sortis ma lampe de poche et examinai le petit tunnel horizontal qui semblait mener indéfiniment dans les deux directions. Il était largement assez grand pour qu'un homme s'y faufile. Et bien qu'à cet instant, nulle personne saine d'esprit ne s'y serait risquée, j'oubliais le danger, la raison, la saleté, dans mon esprit obnubilé par la fièvre de déterrer la peur en embuscade. Choisissant la direction qui menait vers la maison, je rampais sans prudence dans la galerie étroite, me contorsionnant à l'aveugle, sans traîner, éclairant de temps en temps avec la lampe que je tenais devant moi. Quel langage pourrait décrire le spectacle d'un homme perdu dans l'infinité abyssale de la terre, se tortillant, serpentant, s'essoufflant, escaladant follement ce qu'il peut des convolutions englouties de l'obscurité immémoriale, sans plus d'idée du temps, de la sécurité, de la direction, ni but défini. C'est quelque chose de hideux, mais c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait si longtemps que la vie se confondit à sa mémoire lointaine, et je ne fis plus qu'un avec les vers et les taupes des profondeurs noires. Bien sûr, c'est seulement par accident qu'après d'interminables contorsions, j'oubliais d'éteindre ma lampe électrique, de telle façon qu'elle se reflétait sinistrement au long de la galerie de terre durcie qui s'étendait en se courbant tout au-devant. J'avais rampé de cette façon pendant assez longtemps. Les piles n'éclairaient plus qu'à peine, quand le passage soudain s'inclina brusquement vers le haut, entravant ma progression, et comme je levai le regard, c'est sans préparation que je vis, brillant dans le lointain, deux réflexions démoniaques de ma lampe expirante. Deux réflexions scintillant d'un éclat funeste et sans aucune équivoque, provoquant des souvenirs à la fois nébuleux et flous. Je m'arrêtais instantanément, même si je ne voyais pas de moyen de m'échapper. Les yeux se rapprochaient, même si de la chose qui les portait je ne pouvais distinguer qu'une griffe. Mais quelle griffe! Alors, loin au-devant, j'entendis un faible grondement que je reconnus. C'était le tonnerre sauvage de la montagne, grandi à une furie hystérique. J'avais dû grimper en rampant pendant assez longtemps, aussi la surface était maintenant proche. Et tant que dura le fracas du tonnerre, ses yeux continuaient devant moi de briller de leur vacuité vicieuse. Merci, Seigneur, que je n'ai pas su alors ce que c'était, sinon je serais mort. Mais je fus sauvé par ce même orage qui l'avait fait surgir. Parce qu'après une attente hideuse du ciel au dehors invisible, éclata une de ces fréquentes foudres de la montagne dont après coup j'avais noté çà et là les entailles distordant la terre et des vitrifications de diverses tailles. Avec une rage de cyclope, elle s'enfonça dans le sol au-dessus de mon puits de damnés, m'aveuglant et m'assourdissant, si ce n'est me réduisant quasiment au coma. Dans ce chaos où je dérapais et pataugeais sans espoir dans la terre glissante et retournée, jusqu'à ce que la pluie sur mon visage me fasse revenir à moi, je vis que j'étais revenu à la surface, dans un lieu familier. Une pente escarpée et déboisée sur le flanc sud-ouest de la montagne. Des éclairs récurrents illuminaient le sol dévasté et ces curieux monticules qui s'élevaient en bas de la pente boisée, mais rien dans le chaos pour signaler l'endroit où j'avais émergé de ma catacombe létale. Mon cerveau était dans le même chaos que la terre, et quand depuis le sud
Cet éclat rouge lointain embrasa le paysage. Je commençais à réaliser l'horreur que j'avais traversée. Mais quand 2 jours plus tard, les villageois me dirent ce que cachait l'éclat rouge, je ressentis plus d'horreur que ce que m'avait suscité la galerie effondrée, la griffe et les yeux. Plus d'horreur à cause de ces implications accablantes. Dans un hameau, à 20 miles d'ici, une orgie de peur avait suivi la foudre qui m'avait projeté hors du sol, et une chose sans nom avait surgi d'un arbre surplombant une cabane au toit fragile. Elle allait faire un massacre, mais les occupants avaient mis le feu à leur cabane avant qu'elle puisse s'en échapper. Elle allait commettre son acte à l'exact moment où la terre s'était effondrée sous la chose avec la griffe et les yeux. Fin du chapitre 3, chapitre 4 et dernier. Titre: L'horreur dans les yeux. Il ne pouvait rien y avoir de normal dans l'esprit de quelqu'un qui, sachant ce que je savais des horreurs de la montagne des tempêtes, prétendait partir seul à la recherche de la peur qui était en embuscade. Qu'au moins 2 incarnations de la peur aient été détruites autorisait une mince garantie de santé mentale et physique dans cet achéron de diabolisme multiforme, et je continuais mon enquête avec une fermeté encore plus grande à mesure que les événements et les révélations devenaient plus monstrueux. Quand 2 jours après mon effrayante intrusion rampante dans la crypte à la griffe et aux yeux, j'appris qu'une chose s'était malignement manifestée à 20 miles de là, au même instant que ses yeux me regardaient. J'éprouvais de virtuelles convulsions d'effroi. Mais un effroi auquel se mêlait tant d'émerveillement et de grotesque séduction qu'il en était presque une sensation plaisante. Parfois, dans les affres d'un cauchemar, des pouvoirs invisibles venaient tourbillonner sur les toits d'étranges cités mortes sur l'abîme grimaçant de Nice. Et c'était un soulagement et même un plaisir de crier sauvagement et de se jeter soi-même volontairement dans le vortex hideux des ruines rêvées et dans tout ce que les gouffres sans fond laissaient s'entr'ouvrir. Et il en était ainsi avec ce cauchemar éveillé de la montagne des tempêtes. La découverte que 2 monstres avaient hanté le lieu me donnait finalement l'envie folle de plonger dans la terre même de la région maudite et creuser à main nue pour en extirper cette mort qui polluait chaque pouce du sol empoisonné. Aussitôt que possible, je revins visiter la tombe de Jan Martens et creusai en vain là où j'avais déjà creusé. Quelque effondrement souterrain avait effacé toute trace du passage, tandis que la pluie avait infiltré tant de terre dans l'excavation que je ne pouvais plus savoir à quelle profondeur j'avais creusé la première fois. J'effectuais de même un voyage difficile au hameau distant où la créature de la mort avait été incendiée, et fus un peu récompensé de mon dérangement. Dans les cendres de la cabane tragique, je découvris plusieurs ossements, mais apparemment rien qui provienne du monstre. Les villageois disaient que la chose n'avait fait qu'une seule victime, mais en cela, je pensais qu'ils se trompaient, parce que, à côté du squelette complet d'un être humain, il y avait un autre fragment osseux, qui semblait certainement avoir appartenu à un crâne humain à une autre époque. Même si le surgissement brutal du monstre avait pu être observé, aucun pour pouvoir dire à quoi ressemblait la créature. Ceux qui l'avaient aperçue la nommaient simplement démon. Inspectant l'arbre géant où elle s'était mise en embuscade, je ne pus discerner de marques distinctives. J'essayais de découvrir des traces dans la forêt enchevêtrée, mais ce faisant, je ne pouvais supporter la vue de ces troncs si morbidement grands, ni de ces immenses racines à forme de serpent qui se tordaient maléfiquement avant de sombrer dans la terre.
L'étape suivante fut de revenir examiner avec un soin microscopique le hameau abandonné, où la mort s'était manifestée si massivement et où Arthur Munro avait vu quelque chose que la mort l'avait empêché de décrire. Même si mes vaines recherches précédentes avaient été minutieuses à l'excès, j'avais désormais de nouvelles données à mettre à l'épreuve, puisque mon horrible exploration rampante m'avait enfin convaincu qu'une des phases de cette monstruosité était l'apparition d'une créature souterraine. Cette fois, le 14 novembre, précisément, j'orientais sur elle mes recherches, et particulièrement sur les pentes de la roche du Cône et de la crête des Érables, d'où elle surplombait l'infortuné hameau, accordant l'essentiel de mon attention à ces monticules de terre en bas des derniers replis de terrain. L'après-midi se passa sans que ma recherche amène quoi que ce soit à la lumière. Et le crépuscule vint, comme j'étais sur la crête des Érables, regardant en bas le hameau, et par-delà, la vallée sous la montagne des tempêtes. Il y avait eu un coucher de soleil luxurieux, et maintenant la lune se levait, presque pleine, et baignant le pays d'un tissu d'argent jusqu'à la montagne en arrière, et ses curieux monticules peu élevés, éparpillés çà et là. Rien qu'un calme paysage acadien, mais sachant ce qu'il cachait, je ne pouvais que le haïr. Je haïssais cette lune moqueuse, cette plaine hypocrite, cette montagne hautaine et ces sinistres monticules. Tout cela me semblait teinté d'une contagion répugnante, contaminé par une alliance nocive avec les pervers pouvoirs souterrains. À ce moment, comme je contemplais abstraitement ce panorama au clair de lune, j'eus l'œil attiré par une singularité de cet arrangement naturel et de ces éléments topographiques. Sans avoir de connaissances particulières en géologie, j'avais été intéressé dès le début par ces bizarres amas et monticules de la zone. J'avais remarqué qu'ils étaient largement disséminés autour de la montagne des tempêtes, même si moins nombreux dans la plaine que près du sommet lui-même, où la glaciation préhistorique n'avait sans doute rencontré qu'une faible opposition pour les caprices fantastiques de son travail d'érosion. Maintenant, la lumière horizontale de la lune, en se levant et allongeant les ombres jusqu'à l'étrange, me frappa avec force l'évidence que tous les points et lignes de ce système de monticules tissaient une relation particulière au sommet de la montagne des tempêtes. Indéniablement, ce sommet était le centre d'où partaient les lignes et les rangs de points selon des radiales indéfinies et irrégulières, comme si la malsaine propriété des Martens avait visiblement jeté là des tentacules de terreur. L'idée de tels tentacules me provoqua un frisson inexplicable, et je cessais d'essayer de croire que ces monticules résultaient d'un phénomène d'érosion glaciaire. Plus je les analysais, et moins je le croyais, et sur mon esprit brutalement ouvert se plaquaient les analogies horribles et grotesques conjuguant ces aspects extérieurs et mon expérience souterraine. Avant que j'en accepte la prise de conscience, je bredouillais frénétiquement pour moi-même des mots sans ordre. Mon Dieu, ces monticules, c'est une rue là-dessous. Mais combien? Et cette nuit, dans le manoir, pourquoi ils ont pris Bennett et Toby, les premiers, de chaque côté de moi? Et je m'étais déjà mis à creuser fantastiquement dans le premier monticule qui se dressait devant moi, creusant désespérément, en tremblant, mais aussi en jubilant, creusant jusqu'à crier pour de vrai dans une irremplaçable émotion lorsque je découvris un boyau ou galerie juste comme celle dans laquelle j'avais rampé dans cette nuit démoniaque. Après cela, je me rappelle avoir couru, la pioche à la main. Une hideuse course au clair de lune dans les prés troués de monticules et à travers les précipices et abysses malades des pentes hantées de la forêt, sautant, criant, haletant, bondissant toujours plus près du terrible manoir des Martens. Je me rappelle avoir creusé déraisonnablement dans tous les recoins de la crypte envahie de ronces.
creusant pour trouver le cœur et le centre de ce réseau pernicieux de monticules. Et je me rappelle comment j'éclatais de rire quand je trébuchais sur un de ces boyaux, un trou à la base de la vieille cheminée où de mauvaises herbes grandissaient et jetaient d'étranges ombres dans la lumière de la seule chandelle que j'avais eu la chance d'emporter avec moi. Ce qu'il demeurait encore là-dessous, dans cette ruche d'enfer, en embuscade, et n'attendant que l'orage pour lever, je ne sais pas. 2 avaient été tués. Peut-être que cela l'avait éteint. Mais il me restait ma détermination brûlante à atteindre le secret le plus intime de la peur. Ce que j'étais venu ici pour juger définitivement matériel ou organique. Mon indécision se prolongeant, à savoir d'explorer seul et immédiatement le passage avec ma lampe de poche ou de tenter de rassembler une équipe de villageois pour l'enquête, s'interrompit à ce moment par une soudaine rafale de vent qui souffla ma chandelle et me laissa dans l'obscurité la plus noire. La lune ne brillait plus à travers les fissures et entrebâillements au-dessus de moi, et avec tous mes sens en alarme, j'entendis l'approche sinistre et le grondement significatif d'un orage. Une confusion d'idées et d'associations prit possession de mon esprit, me conduisant à reculer vers le coin le plus éloigné de la crypte. Mes yeux, cependant, ne s'étaient jamais détournés de l'horrible ouverture à la base de la cheminée, et je commençais à distinguer les briques éclatées et cette végétation malsaine, tandis que le faible halo des éclairs me parvenait à travers les bois du dehors et illuminait les fissures de la voûte. Chaque seconde me consumait d'un mélange de peur et de curiosité. Qu'est-ce que la tempête allait convoquer ? Et y avait-il encore quelque chose pour elle à convoquer ? Profitant de la lumière d'un éclair, je me recroquevillais derrière une touffe plus dense de végétation, à travers laquelle je pouvais voir l'ouverture sans être vu. Si le ciel peut avoir pitié, qu'il efface un jour de ma conscience ce que j'ai vu et me laisse vivre en paix mes dernières années. Il ne m'est plus possible la nuit de dormir désormais. Et je dois me confier à l'opium quand survient un orage. La chose survint abruptement et sans prévenir. Un démon, comme des rats d'étalant de puits éloignés et inimaginables, dans des halètements d'enfer et des grognements suffocants, depuis cette faille sous la cheminée, l'explosion d'une multitude de vies lépreuses, le frère répugnant et nocturne d'un flot de corruption organique hideux, plus dévastateur que la plus noire conjuration de folie mortelle et de morbidité. Grouillant, bouillonnant, déferlant, barbotant comme un amas visqueux de serpents, tout cela se poussait et sortait de cette fissure entrebâillée, s'étalant comme une contagion virale et se déversant de la crypte vers chacun de ses orifices, se déversant pour envahir la forêt maudite dans sa nuit et engendrer la folie, la peur, la mort. Dieu sait combien il y en avait. Il devait y en avoir des milliers. En contempler le flux dans cette lumière faible et intermittente des éclairs était choquant, quand il y en eut assez à être sorti pour que j'en aperçoive les organismes séparés. Je découvris des démons, des singes nains et poilus, diaboliques et monstrueuses, caricatures de l'espèce des singes. Ils étaient hideusement silencieux. Il y eut à peine une sorte de cri perçant quand un des derniers traînards, avec la dextérité d'une longue pratique, se retourna pour faire son repas à la mode habituelle sur un confrère plus faible. D'autres lapèrent ce qui restait et l'avalèrent en bavant de délectation. Alors, en dépit de la peur et du dégoût qui me paralysait, ma curiosité morbide triompha, et comme le dernier de ces monstres se glissait depuis le monde souterrain de ce cauchemar inconnu, je levai mon pistolet automatique et tirai, recouvert par le bruit du tonnerre. Hurlante, rampante, ombre
torrentielle d'une folie rouge et visqueuse, se chassant l'une l'autre à travers des corridors sans fin et sanglants sous des ciels fulgurants de pourpre. Fantasmes sans forme, mutations kaléidoscopiques de scènes cadavériques, forêts de chênes monstrueusement surnourries aux racines de serpents se distordant pour sucer les jus innommables de la terre aux vermines, aux millions de démons cannibales. Tentacules de terre s'élevant des noyaux souterrains de polypes pervers, éclairs malades sur les murs couverts de lierre nocifs et arcades démoniaques étouffées de végétation spongieuse. Que le ciel soit remercié pour l'instinct qui me guida inconscient au lieu qu'habite l'homme, au village qui dormait en paix sous les calmes étoiles d'un ciel serein. J'avais assez récupéré la semaine suivante pour envoyer requérir à Albany assez d'hommes pour dynamiter le manoir Martens et le sommet tout entier de la montagne des tempêtes, combler tout ce qui pouvait être découvert de boyaux sous les monticules et détruire ces arbres surnourris dont l'existence même semblait une insulte à l'ordre normal des choses. Je pus dormir un peu une fois que cela fut fait, mais je n'aurai jamais droit au repos véritable tant je me souviendrai du secret sans nom de la peur en embuscade. Et cette chose me hantera parce que qui pour dire que l'extermination a été totale et qu'un phénomène analogue n'existe pas ailleurs dans le monde? Qui pourrait avec mon propre savoir, penser aux cavernes inconnues de la terre sans une peur cauchemardesque des éventualités futures? Je ne peux voir un puits ou une entrée souterraine sans trembler. Et pourquoi les docteurs doivent-ils me donner quelque chose pour me faire dormir ou simplement me calmer l'esprit quand tonne l'orage? Ce que je vis à la lueur de ma lampe une fois que j'eus tué l'indicible objet à la traîne était si simple qu'une bonne minute s'écoula avant que je comprenne et devienne fou. Cet objet me donnait la nausée, une immonde chose blanchâtre arrachée d'un gorille avec des crocs jaunes aigus et des restes de fourrure. C'était le produit ultime de la dégénération d'un mammifère. L'effrayant résultat de la reproduction en autarcie, de la multiplication et du cannibalisme pour se nourrir au-dessus et sous la terre. L'incarnation de tout le chaos hargneux et de la peur grinçante en embuscade derrière la vie. Il me regarda en mourant, et ses yeux avait la même caractéristique bizarre que ces autres yeux qui m'avaient regardé dans le souterrain et provoqué un monde de souvenirs. Un œil était bleu et l'autre marron. C'étaient les yeux vairons des Martens, d'après les vieilles légendes, et je sus, submergé par un cataclysme d'horreur sans voix, ce qu'il était advenu de la famille évanouie. La terrible maison des Martens, rendue fou par l'orage. Howard Phillips Lovecraft, The Lurking Fear, la peur qui rôde, la peur qui guette, la peur derrière la vie, la peur en embuscade. 1922-1923, Lovecraft est encore tout imprégné de Nathaniel Hawthorne, puis aussi principalement évident Edgar Poe, la chute de la maison Usher, donc une sorte de lyrisme. J'ai essayé je m'étais juste donné comme contrainte dans la traduction de respecter la ponctuation, la longueur et le mouvement de ces phrases lancées, avec souvent un point-virgule au milieu de la phrase, qui fait que tous les éléments semblent à égalité, comme une tectonique des plaques, et de respecter le plus scrupuleusement possible et les adjectifs et la ponctuation.
Merci.